Les montagnes rocheuses, la colonne vertébrale de l'Amérique du Nord. Sauvages, spectaculaires et majestueuses. Aujourd'hui, les géologues percent la roche et ses secrets enfouis. Comment des vestiges d'animaux marins se sont-ils retrouvés sur ces sommets à des milliers de kilomètres dans les airs? Comment les Rocheuses sont-elles nées? Continuent-elles à croître? Si oui, les forces titanesques qui ont fait s'élever les Rocheuses pourraient-elles un jour scinder l'Amérique du Nord en deux? Les montagnes Rocheuses, l'une des plus importantes chaînes de montagnes du globe. Elles s'étendent sur plus de 3200 km de l'extrême nord de la Colombie-Britannique jusqu'au fleuve Rio Grande au Nouveau-Mexique. Mesurant jusqu'à 482 km de largeur, les Rocheuses forment une barrière qui sépare l'Est de l'Ouest. Le Colorado renferme à lui seul 58 sommets hauts de plus de 4200 mètres, plus de 4 km d'altitude. Les forces géologiques les plus puissantes de la planète sont à l'origine de la naissance des Rocheuses. Leur histoire pleine de rebondissements nous amène du nord au sud et nous fait parcourir un itinéraire géologique de 200 millions d'années. De leur région natale, au Canada, jusqu'au plus récent sommet aux États-Unis. Ce voyage nous fera remonter le temps jusqu'au balbutiement de la Terre. Il y a 200 millions d'années, les montagnes rocheuses n'existaient pas et les continents étaient bien différents d'aujourd'hui. Il n'y avait qu'une immense formation terrestre, la Pangée. Mais sa vie sera de courte durée. Une vaste crevasse s'ouvre bientôt, déchirant le supercontinent en deux. Au cours des millions d'années suivantes, la Pangée se brisera en plusieurs petits continents, dont l'Amérique du Nord que nous connaissons aujourd'hui. La surface terrestre est divisée en larges pièces appelées plaques tectoniques. Ces plaques reposent sur le manteau terrestre composé de roches en fusion, appelé magma. Lorsque le magma entre en contact avec la surface terrestre, il crée des courants de convection. Ces courants déplacent légèrement les plaques tectoniques sur la surface de la Terre. À la jonction de ces plaques, d'immenses forces tectoniques sont à l'œuvre. Ces tensions peuvent déchirer les continents et même faire surgir des montagnes. Kirk Johnson, du Musée de la Nature et des Sciences de Denver, nous l'explique. La force des continents qui s'entrechoquent ou qui se font emboutir par une plaque océanique a causé un genre d'accident de la route planétaire. C'est ce qui crée les montagnes. On trouve des manifestations de ces forces colossales dans l'une des régions les plus vieilles, située dans la partie la plus au nord des Rocheuses, le parc national Yoho en Colombie-Britannique. On retrouve des fossiles de milliers de créatures préhistoriques étranges sur une falaise près du sommet du mont Stephen, à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Paul McNeil, géologue et guide de montagne, est un spécialiste des fossiles des schistes de Burgess. On trouve ici des fossiles qu'on ne voit presque nulle part ailleurs et qui ne ressemblent à aucun animal connu. Cette créature épineuse s'appelle Hallucigenia. Et cet étrange spécimen, Wiwaxia. Ces fossiles témoignent de la formation de la partie nord des Rocheuses. Car ils ne sont pas les vestiges d'animaux de montagne, mais bien de créatures marines. Elles vivaient et se sont éteintes dans une mer tropicale peu profonde il y a plus d'un demi-milliard d'années. Les roches qui renferment ces extraordinaires fossiles se sont constituées sur le fond marin. Ces roches que nous voyons tout autour
faisait autrefois partie d'un fond marin. Le calcaire couvrait le plateau continental et les schistes, le bassin océanique. Mais tous deux étaient submergés. Bien avant la formation des Rocheuses, la côte ouest de l'Amérique du Nord gisait au fond d'une mer peu profonde. Pendant des millions d'années, de l'argile, de la boue et du gravier se sont déposés sur ce plateau. Ces matières ont emprisonné des dizaines de milliers de créatures marines. Les couches successives de sédiments se sont solidifiées en roches d'une épaisseur de 20 km. Les couches rocheuses de cette falaise sont composées de sédiments qui se sont déposés sur une période de plus de 8000 ans. De nos jours, ces fossiles se trouvent à 2,5 km au-dessus du niveau de la mer, mais ils étaient jadis ensevelis sous 10 km de roches sédimentaires. Ces fossiles ont déjà été enfouis à plus de 10 km sous la croûte terrestre. Ils ont un jour été brusquement poussés vers la surface jusqu'à leur position actuelle, à 2 km d'altitude. Cette vieille formation rocheuse a pris naissance au large, à 640 km à l'ouest d'ici. Qu'est-ce qui a pu déplacer ce fond marin à l'intérieur des terres et lui a permis de s'élever de 13 km dans les airs? Une force suffisamment puissante pour transformer ce fond marin en gigantesque montagne, la subduction. Il y a 180 millions d'années, la plaque nord-américaine se dirigeait vers l'ouest, entraînée par le démantèlement de la Pangée. La plaque pacifique, elle, se déplaçait vers l'est. Les deux immenses plaques se sont entrechoquées. Lors de cette collision titanesque, la plaque pacifique, plus dense, s'est enfoncée sous la plaque nord-américaine. Le professeur John Geisman de l'Université du Nouveau-Mexique illustre ce phénomène. Je vais donner des petits coups afin de le rendre instable. L'huile commence déjà à recouvrir le dessus du disque compact. Voilà, tout se passe comme par magie. Je n'ai rien à faire. L'huile commence à s'étendre sur le disque et celui-ci commence à sombrer dans l'huile, comme ceci. Et la subduction est terminée. C'est comme ça que s'opère la subduction sur notre planète. Et rien ne peut arrêter ce phénomène. Sur la plaque pacifique en subduction se trouvait un archipel. En se mouvant vers l'est, la plaque a déplacé ces îles comme le ferait un tapis roulant. Une de ces îles, particulièrement volumineuse, a atteint la jonction des deux plaques et de la côte nord-américaine. Sa faible densité ainsi que sa très grande superficie l'ont empêché de s'enfouir sous le manteau. Elle a donc percuté le plateau continental sur la côte ouest du continent. Le fond océanique s'est vu pousser davantage vers l'est et s'est froissé comme une moquette plissée. Les fossiles des schistes de Burgess ont été propulsés à des kilomètres dans les airs et vers l'intérieur du continent. Le géologue et écrivain Ben Gadd a passé 30 ans à étudier les rocheuses de la Colombie-Britannique. On peut représenter ce phénomène avec nos mains. Prenez les os de la main, qui sont recouverts par la peau. Imaginez que les os représentent le plateau continental et que par-dessus se trouvent les couches sédimentaires, représentées par la peau. Lorsque la poussée survient, la peau se fait comprimer sur la couche osseuse et se plisse. Les plis s'élèvent vers le haut. C'est un peu comme ça que se sont formées les rocheuses. Plus je vieillis, mieux cette démonstration fonctionne. Sur une période de millions d'années, la collision des plaques a fait surgir les rocheuses septentrionales. Lorsque les effets de la collision se sont estompés, la première vague de formation rocheuse s'est achevée. Mais l'histoire ne se termine pas ainsi. 80 millions d'années après que la première masse rocheuse eut percuté la côte, une deuxième est entrée en collision. Ce choc a tout poussé vers l'est et vers le haut.
Couche après couche, la roche a lentement gagné en altitude. D'abord en colline, puis en montagne. Les légères ondulations sont alors devenues les gigantesques rocheuses. Aujourd'hui, ces blocs de pierre nommés terranes constituent la Colombie-Britannique. Dès leur naissance, les Rocheuses se sont fait continuellement façonner par l'action prodigieuse des forces de la nature. Des sommets en dents de scie, des falaises escarpées et des crêtes acérées, creusées dans la roche sédimentaire d'un ancien fond océanique. Bien qu'elles aient été au centre d'une gigantesque collision tectonique et qu'elles aient été propulsées dans les airs, les couches rocheuses composant ces montagnes dessinent des lignes presque parfaitement horizontales. C'est un indice qui peut expliquer leur formation. En se heurtant à la côte de l'Amérique du Nord, des plaques de roches sédimentaires ont été comprimées et se sont emplissées qu'elles se sont rompues. Des couches rocheuses d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à 1,5 km ont glissé l'une sur l'autre dans un mouvement de va-et-vient, ce que les scientifiques appellent le chevauchement. La roche se plisse jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se plier. La partie supérieure du pli se brise alors et commence à glisser. C'est ce que nous appelons une faille chevauchante. C'est très commun dans les rocheuses canadiennes. La roche sédimentaire se forme lorsque des couches de sédiments se déposent sur des couches plus anciennes. Mais dans les rocheuses, des couches de toutes les époques sont empilées pêle-mêle. Le chevauchement a poussé les couches les plus vieilles par-dessus les nouvelles. Imaginez que ce livre est le prolongement de la roche sédimentaire que nous voyons ici. Une faille chevauchante se forme lorsque cette partie se brise et glisse comme ceci. Elle peut aller assez loin avant de s'arrêter. Ces couches inférieures se retrouvent donc au-dessus de celles-ci, les vieilles couches par-dessus les nouvelles. Dans ce bac à sable qui fait office de laboratoire, les couches de sable coloré représentent les couches de roches sédimentaires. Lorsque le sable exerce une pression vers la droite, des failles chevauchantes se forment en succession. Cette action pousse les couches rocheuses plus anciennes sur les nouvelles. Il en découle les pics en dents de scie typiques des rocheuses septentrionales. Ces montagnes ont surgi il y a 140 millions d'années. Les failles chevauchantes ont d'abord donné naissance aux chaînons de l'Ouest. Plus à l'Est, elles ont créé une autre chaîne à l'intérieur des terres. Il y a 120 millions d'années sont apparus les chaînons principaux. Puis, encore plus à l'Est, les chaînons frontaux il y a 85 millions d'années. Le chevauchement s'est bientôt ralenti jusqu'à s'achever il y a 50 millions d'années. C'est au mont Yamnuska que les montagnes et les contreforts se rencontrent. Au-delà s'étendent les plaines de l'Alberta et du Montana. De puissantes forces ont propulsé le fond marin à des milliers de kilomètres dans les airs. Mais une force opposée a sculpté ces pics escarpés. L'érosion. Des signes de la puissance de l'érosion jonchent le versant de la montagne. Des amoncellements de morceaux de schiste et des amas d'éboulis couleur cendre. Les effets de l'érosion
sont aussi importants que le processus de création de la montagne. C'est ce processus qui pousse les montagnes vers le haut. Mais par après, les montagnes se font façonner et perdent de l'altitude. C'est l'érosion qui produit ce paysage familier. L'érosion est si puissante qu'elle a arraché plus de 3 km de roches au sommet montagneux. L'agent principal de l'érosion, c'est l'eau. L'eau déloge le matériau, le conduit en bas des montagnes, dissout les minéraux, gèle et fait éclater la roche. Le nord des Rocheuses est composé de roches sédimentaires telles que le grès, le schiste et le calcaire. Relativement souples et solubles, elles sont facilement sujettes à l'érosion. Au Canada, la puissance érosive de l'eau prend un tout autre sens. Dans notre climat, la neige gèle et se compacte pour former de vastes nappes de glace, les glaciers. Ici, les glaciers avancent de 15 mètres par année. Sur l'échelle des temps géologiques, c'est rapide. Les glaciers ramassent et déplacent des roches et des rochers qui creusent et rayent la surface rocheuse sur leur passage. Tels d'énormes cuillères à crème glacée, les glaciers creusent des vallées en forme de U très caractéristiques. Lorsqu'ils fondent, les glaciers laissent derrière eux de profonds canyons et des sommets escarpés. Pendant plusieurs millions d'années, l'érosion a fait son œuvre, mais les Rocheuses ne se laissent pas vaincre. Bien que l'érosion s'attaque à leur sommet, les montagnes poursuivent leur croissance. Les Rocheuses ne sont, comme le veut l'expression, que la pointe de l'iceberg. Les montagnes possèdent des racines qui peuvent s'enfoncer à 5 ou 6 fois leur altitude. Cette montagne s'élève à plus de 3 km, mais ses racines souterraines pourraient s'enfoncer à 20 km. Ces racines constituent le moyen de défense secret des Rocheuses contre l'érosion. Le géologue spécialisé en structure Carl Karlstrom démontre ce phénomène à l'aide de blocs de glace. Les couches de glace rouge et verte représentent les montagnes au-dessus du sol et la glace blanche, leurs racines. Les montagnes ne sont pas statiques. La surface terrestre se fait continuellement façonner par l'érosion, les rivières et les glaciers qui rongent les montagnes. Imaginez maintenant que l'érosion touche les montagnes et retirons un de ces blocs de glace. Leur altitude a diminué et le continent s'est aminci. Les racines se soulèvent et la roche qui gisait sous la surface il y a un moment, sous la couche verte, remonte à la surface. On appelle ce processus le soulèvement tectonique. Je vais maintenant provoquer l'érosion de la couche rouge. On obtient un continent sans chaîne de montagnes, comme l'Est de l'Amérique du Nord. Lorsque le poids accablant de la montagne diminue avec l'érosion, les racines compensent en se soulevant. Par ce processus, les Rocheuses sont constamment régénérées par-dessous. Au Canada, les failles chevauchantes et l'érosion ont façonné les montagnes. Mais plus au sud, ce paysage caractéristique n'est pas tout à fait le même. Juste au sud de la frontière américaine, dans le Montana, un nouveau type de roche fait son entrée dans les Rocheuses. Le granit. C'est le premier signe indiquant que les Rocheuses américaines sont radicalement différentes. En parcourant les montagnes rocheuses vers le sud, nous atteignons bientôt un paysage radicalement différent. À partir du Montana, les Rocheuses sont composées de granit, vieux d'1,7 milliard d'années. Le granit compose la majeure partie de la portion la plus profonde de la croûte continentale.
C'est pourquoi les géologues nomment cette roche le sous-sol. Les Rocheuses canadiennes sont composées de roches sédimentaires reposant sur le sous-sol du plateau continental. Alors pourquoi retrouve-t-on du granit dans les Rocheuses américaines? Le mystère s'épaissit davantage. En général, les montagnes se forment près de la frontière des plaques tectoniques. Or, le sud des Rocheuses est très éloigné de cette marge. Au Colorado, le chaînon frontal se trouve à 1610 km du point de rencontre des plaques pacifiques et nord-américaines. Mais les géologues ont une explication. Ils croient que la subduction de la plaque pacifique en est responsable. Pendant 100 millions d'années, la plaque pacifique s'est enfoncée sous l'Amérique du Nord. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il y a 70 millions d'années, la plaque pacifique a commencé à s'enfoncer selon un angle plus faible. Plutôt que de s'enfouir à pic, elle a commencé à longer l'Amérique du Nord à l'horizontale. Ce changement a eu des conséquences considérables. L'immense plaque océanique Pacifique ne s'est pas enfoncée en profondeur. Elle est plutôt restée en surface, comme une spatule sous une pizza. Il y a 68 millions d'années, en Californie, la plaque qui s'enfonçait sous l'Amérique du Nord a pris un angle différent et a fait surgir les montagnes rocheuses du sol à 1600 km de la côte. Pendant des millions d'années, la plaque océanique a raclé le dessous de l'Amérique du Nord. La friction générée a disloqué le sous-sol granitique de l'Amérique du Nord et l'a poussé vers le haut. Carl Karlström illustre ce phénomène. Puisque la plaque se déplaçait parallèlement à l'Amérique du Nord, elle en raclait le dessous. La plaque est alors comprimée, car elle subit une pression aux extrémités et par en dessous. Elle pousse alors vers le haut et les montagnes surgissent. Non pas à la frontière des plaques, mais à une certaine distance de la marge. Le faible angle d'incidence de la plaque pacifique explique le curieux emplacement de ces montagnes. Il explique aussi la présence de granit. Poussé à travers plusieurs couches de roches sédimentaires, le granit a formé les Rocheuses du Sud. Nous sommes au parc Red Rocks à Denver, au Colorado. Le paysage est né d'un soulèvement de granit. Kirk Johnson démontre comment ces pics de granit ont pu émerger des couches de roches rougeâtres environnantes. Je vais demander à mes assistants, Veronica et Ian, de m'aider à expliquer la formation des Rocheuses au Colorado. Imaginez que Veronica et Ian sont constitués de roches métamorphiques vieilles d'1,7 milliard d'années, situées dans le sous-sol du Colorado. Avant l'apparition des montagnes, des couches de roches sédimentaires recouvraient le granit. Puis, il y a environ 68 millions d'années, la montagne qu'Ian représente a commencé à se briser et à se soulever, comme on le voit ici. Ce mouvement a déformé les couches de sédiments, donnant ainsi naissance aux formations rocheuses caractéristiques du parc Red Rocks. Le soulèvement de la montagne provoque l'érosion des sédiments qui se déposent dans le bassin en contrebas. Le dos granitique d'Ian apparaît finalement. C'est le cœur des montagnes rocheuses. Veronica est toujours enfouie sous Denver, couverte de vieux sédiments et de débris érodés lors du soulèvement des rocheuses. Johnson tente de déterminer le moment exact où ces événements sont survenus. Il concentre ses efforts sur le chaînon frontal des Rocheuses du Colorado qui s'étend sur 563 km du nord au sud. Estimer l'âge des Rocheuses nécessite toute une enquête. Et comme dans toute bonne enquête, on commence par chercher des indices.
Ce n'est pas évident à première vue, mais pour comprendre les montagnes, il faut scruter leurs débris, comme un enquêteur examinerait le contenu d'une poubelle. Le bassin adjacent à la montagne est d'une certaine façon sa poubelle. Lorsque la montagne croît, elle jette tout plein de déchets dans le bassin, de la roche sédimentaire, des fossiles, de la cendre volcanique et des couches de lave. En examinant ces déchets, on peut reconstituer l'histoire du soulèvement de la montagne. Ces débris forment aujourd'hui des couches de sédiments de 3000 mètres d'épaisseur sous la ville de Denver. Pour tenter d'établir l'âge de ces majestueux sommets, Johnson et ses collègues s'attardent aux indices les plus minuscules, comme les feuilles fossilisées et le pollen. Pour Doug Nichols, du Musée de la nature et des sciences de Denver, ces grains de pollen microscopiques sont peut-être la clé du mystère. Le pollen peut nous indiquer à quel moment le soulèvement des montagnes est survenu, car des plantes vivaient dans cette région à ce moment-là. Leur pollen s'est vu incorporé dans le sédiment qui s'est ensuite érodé des montagnes. Je suis à la recherche d'une espèce de pollen en particulier qui me révélera l'âge de cet échantillon de sédiment. Un échantillon de sédiment peut contenir plusieurs milliers de particules de pollen fossilisées. Nichols examine l'un des grains. Chaque genre de plante possède un pollen de forme unique. En identifiant les espèces de plantes et leur âge, Nichols peut ensuite établir l'âge du soulèvement des montagnes. Nous croyons que le soulèvement a débuté il y a 65 à 70 millions d'années, car nous avons trouvé dans les sédiments des grains de pollen appartenant à des plantes qui ne vivaient qu'à cette époque. Au cours de ces 5 millions d'années, les Rocheuses ont commencé à croître. Mais les géologues peuvent préciser davantage cette estimation grâce à l'un des événements les plus catastrophiques de tous les temps. Il y a 65 millions et demi d'années, un astéroïde a percuté la Terre. Anéantissant les dinosaures et laissant une ligne caractéristique dans les sédiments des Rocheuses du Colorado. Cette couche jaune pâle dans la roche contient les vestiges de l'énorme astéroïde. Puisqu'elle est coincée entre deux couches de débris érodés des Rocheuses, ces dernières devaient nécessairement exister et être soumises à l'érosion lors d'un impact, il y a 65 millions et demi d'années. Kirk Johnson est un spécialiste de l'estimation de l'âge des feuilles fossilisées. Grâce à elle, il peut établir l'âge des Rocheuses de façon encore plus précise. Les géologues savent qu'il y a 69 millions d'années, les Rocheuses étaient recouvertes d'une mer peu profonde. Mais les feuilles fossilisées de Johnson démontrent qu'1 million d'années plus tard, des plantes peuplaient la région. Johnson allie ses résultats à ceux que Nichols a obtenus grâce au pollen et en déduit que les Rocheuses seraient apparues sur une période d'1 million d'années. Comparativement aux Rocheuses du Nord, ces montagnes ont grandi très rapidement. Nous savons qu'il y a 69 millions d'années, le Colorado était recouvert d'une mer peu profonde. De plus, nous savons qu'il y a 68 millions d'années, les Rocheuses existaient. Les Rocheuses se sont donc formées pendant cette période. Elles ont peut-être pris 1 million d'années pour surgir, ou peut-être n'ont-elles pris que 200 000 ans. C'est la question à laquelle nous tentons maintenant de répondre. Bien que l'équipe de Johnson ne puisse déterminer exactement la vitesse du soulèvement des Rocheuses, une chose est sûre. Il y a 68 millions d'années, les Rocheuses existaient déjà.
En descendant plus au sud des Rocheuses, le paysage se transforme à nouveau. Il y a 35 millions d'années, à la pointe sud de la chaîne, des volcans apparaissent au cœur des montagnes grâce à des changements dans le sous-sol américain. C'est le début d'une ère explosive. En poursuivant notre voyage de 3200 km et de 200 millions d'années d'histoire, nous arrivons plus au sud, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. C'est ici qu'un changement radical dans le sous-sol américain a déclenché la période la plus explosive de l'histoire des Rocheuses. Il y a 70 millions d'années, la subduction de la plaque pacifique cause l'émergence des énormes blocs de granit qui composent maintenant les Rocheuses du Nouveau-Mexique. « 35 millions d'années plus tard, la plaque pacifique commence à se détacher du continent nord-américain. La plaque pacifique sombre à la verticale et le brûlant manteau terrestre entre en contact avec le dessous de la plaque nord-américaine sous certaines régions des Rocheuses. Le phénomène est le même qui se produit lorsqu'une montgolfière prend son envol. Le brûleur chauffe l'air, qui devient moins dense, et permet à la montgolfière de s'envoler dans l'air plus frais. Ici, c'est le manteau chaud de la plaque pacifique qui s'est élevé pour venir toucher au manteau terrestre situé sous les montagnes. Carl Karlström croit que c'est ce qui a permis aux Rocheuses de croître davantage. Je compare souvent le soulèvement des Rocheuses à l'ascension d'une montgolfière. La montgolfière s'élève vers le ciel parce qu'elle est moins dense que l'air environnant. Pour aller encore plus haut, on active le brûleur qui rend l'air dans la montgolfière encore moins dense et la fait monter. Pour ce qui est des montagnes, c'est le manteau chaud et léger qui les a poussées vers le haut. Ce phénomène n'a pas seulement touché les montagnes. Le soulèvement du manteau a aussi étiré la croûte terrestre. Cette simulation illustre le processus d'étirement. L'étirement du continent a aminci et brisé la croûte terrestre. Une dépression immense que l'on nomme le rift du Rio Grande est apparue au cœur des Rocheuses. Dans certaines régions des Rocheuses, la croûte atteint 48 km d'épaisseur, mais sous le rift, elle n'a que 27 km d'épaisseur. L'amincissement de la croûte est à l'origine d'un phénomène spectaculaire. Soumise à la pression causée par l'augmentation de la température du manteau terrestre, la croûte s'est fracturée. Du magma bouillant a envahi les terres du Nouveau-Mexique et des volcans ont jailli du rift du Rio Grande. Les scientifiques croient que le magma a surgi du manteau à plusieurs reprises au cours des derniers 35 millions d'années, provoquant une hausse de l'activité volcanique dans le rift du Rio Grande. Tout cela est-il de l'histoire ancienne? Pas tout à fait. La dernière éruption, survenue il y a 1500 ans, a donné naissance à une rivière de lave de 71 km parcourant le Nouveau-Mexique. Peut-on en conclure que le magma cherche toujours à émerger d'en dessous de la surface terrestre? Les Rocheuses du Nouveau-Mexique seraient-elles encore en pleine croissance? Laura Crossey de l'Université du Nouveau-Mexique tente de répondre à ces questions. En collaboration avec Carl Karlström, elle examine une faille située à la jonction du rift du Rio Grande et des Rocheuses. Ici, des sources d'eau chaude jaillissent des profondeurs.
Les gaz dissous dans l'eau en disent long sur l'activité du manteau terrestre. C'est à cet endroit de la faille que les fluides peuvent s'échapper vers la surface grâce à l'extension tectonique. Ces émanations sont une véritable fenêtre ouverte sur ce qui se passe dans les profondeurs du manteau. Sous la surface terrestre, les gaz soumis à une énorme pression se dissolvent dans l'eau. Lorsque l'eau atteint la surface, ces gaz s'échappent sous forme de bulles. En analysant la composition des bulles de gaz, Crossey trouve du dioxyde de carbone et des traces d'hélium-3. Ces gaz sont tous deux des sous-produits de l'activité du manteau. Leur présence indique que sous la surface, la roche mantélique est en fusion et en mouvement. Tel une montgolfière, le magma plus chaud et plus léger remonte lentement sous le rift et sous les Rocheuses. C'est la preuve qu'au Nouveau-Mexique, les montagnes rocheuses sont loin d'être éteintes. Elles pourraient même être en pleine croissance, poussées par l'élévation du manteau. Karlstrom croit qu'on pourra un jour observer un rift plus large et des rocheuses encore plus hautes et spectaculaires. Je crois que certaines parties des montagnes rocheuses sont toujours en croissance. Les rocheuses prennent donc de l'altitude. J'entrevois dans environ 1 million d'années des rocheuses plus intéressantes, plus hautes et plus irrégulières. Connaissant leur passé, les géologues tentent maintenant de prédire leur avenir. Mais un triste sort les guette. Les rocheuses sont en danger et c'est l'avenir de toute l'Amérique du Nord qui est en jeu. Lors de notre voyage de 200 millions d'années à travers l'histoire des montagnes rocheuses, nous avons été témoins de leur naissance spectaculaire et de leur évolution complexe. Nous nous tournons maintenant vers leur avenir incertain, un avenir duquel dépend le sort de l'Amérique du Nord tout entière. Voici le champ de glace Columbia, situé en Alberta, au Canada. Les géologues y constatent déjà le changement des montagnes. Dans 100 ans, il pourrait ressembler à ceci. Les activités humaines changent le cours de l'histoire géologique. La hausse des températures planétaires exerce ses ravages sur les glaciers de la montagne. Ils sont en train de fondre. Et Brian Luckman de l'Université de l'Ouest de l'Ontario veut savoir à quelle vitesse. En hiver, les glaciers augmentent. Les glaciers en marche poussent devant eux des amas de débris minéraux appelés moraines. En été, lorsque la taille des glaciers diminue, ils laissent derrière eux ces amoncellements de débris. C'est un signe révélateur de la fonte des glaciers. Les glaciers rétrécissent continuellement. Ils laissent donc derrière eux chaque année des crêtes de moraines qui indiquent jusqu'où ils s'étendaient l'hiver précédent. Luckman parcourt les moraines, calculant la distance entre chacune d'elles à l'aide d'un GPS. Plus elles sont éloignées, plus les glaciers fondent rapidement. Les glaciers démontrent plus efficacement que toute autre chose les changements climatiques. Il suffit de venir ici 2 fois ou de regarder d'anciennes photos pour constater qu'un changement radical est en train de s'opérer. Ces 2 photos du glacier de l'Athabasca, long de 5,6 km, montrent l'étendue de sa diminution au cours des 30 dernières années. Et ces photos du glacier Grinnell au Montana prouvent que les glaciers sont aussi en voie de disparition aux États-Unis. Un jour, les glaciers qui ont modelé ces sommets escarpés et ces vallées en U disparaîtront complètement. Mais l'érosion causée par l'eau continuera de façonner ces montagnes et atténuera leurs pics irréguliers.
L'érosion ronge les montagnes rocheuses à une vitesse de 6/100 de millimètre par année. Cette estimation provient d'un échantillon d'eau de rivière dans lequel nous avons mesuré la quantité de sédiments afin de déterminer la vitesse à laquelle l'érosion s'effectue. Le pouvoir continu de l'érosion a déterminé le sort des montagnes rocheuses dès leur naissance. Un jour, l'érosion les aura complètement anéanties. Les superbes rocheuses que nous pouvons admirer aujourd'hui, la raison pour laquelle les touristes viennent jusqu'ici, l'un des endroits les plus spectaculaires de la planète, tout ça disparaît lentement avec l'érosion. Les rivières pleines de limon et de sable sont un témoignage de la mort lente de nos rocheuses. Le sort des montagnes rocheuses est inéluctable. À cause des forces acharnées de l'érosion, elles finiront par disparaître. Mais elles laisseront derrière elles un héritage unique, le rift du Rio Grande. Une vaste fracture dans la croûte terrestre qui pourrait un jour déchirer l'Amérique du Nord en deux. La géologue Mzumi Roy et son collègue Nicholas George de l'Université du Nouveau-Mexique participent à un ambitieux projet qui se déroulera sur 5 ans. Ils cherchent à suivre l'élargissement du rift du Rio Grande. Leur équipe installe des stations GPS comme celle-ci sur toute la longueur du rift, située dans un coin isolé du Nouveau-Mexique, à 3 heures d'Albuquerque. Les GPS sont enfouis dans le soubassement rocheux à environ 1,5 mètre de profondeur. Lorsque la Terre bouge, les GPS bougent aussi. Mzumi Roy nous explique. Avec 2 stations GPS, on peut obtenir des renseignements sur leur mouvement relatif le long d'une ligne reliant les 2 stations. Un réseau de stations GPS permet aux chercheurs de reconstituer une carte beaucoup plus précise des mouvements du rift. En calculant la différence entre les coordonnées des stations GPS en fonction du temps, on obtient une idée assez précise du mouvement relatif de chaque station. L'équipe a installé 24 stations GPS le long du rift du Rio Grande. Il est encore tôt pour tirer des conclusions, mais l'équipe s'attend à découvrir que le rift s'élargit d'1,5 à 2 mm par année. C'est un long processus. Mais peu à peu, le continent se scinde en deux. Le rift du Rio Grande peut un jour conduire à la rupture du continent. Si son élargissement se poursuit pendant des dizaines de millions d'années, le continent nord-américain pourrait se briser en deux. Plusieurs signes indiquent une activité géologique intense qui réserve un avenir turbulent aux montagnes rocheuses. Dans quelques millions d'années, il pourrait y avoir davantage d'activités tectoniques au nord, où le Rio Grande tente de s'élargir et de rompre le continent. Je ne crois pas qu'il y parviendra, mais il se donne à fond. L'histoire des montagnes rocheuses débute à la naissance du continent nord-américain et pourrait se terminer à sa mort. Un jour, le rift du Rio Grande pourrait scinder le continent en deux. L'Amérique du Nord deviendrait l'Amérique de l'Est et l'Amérique de l'Ouest. Mais cet événement encore incertain prendrait des millions d'années à survenir. Aujourd'hui, les montagnes rocheuses sont à leur apogée. Bien qu'elles partagent le continent, ces montagnes nous unissent dans l'admiration que nous leur portons. Spectaculaires et tenaces, elles demeureront la colonne vertébrale de l'Amérique du Nord pour des millions d'années à venir.